Bien, bonjour à tous. Donc, au nom du SATI Screen for All, j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette conférence qui s'intitule, qui est centrée sur les évolutions des architectures techniques des chaînes de télévision. Alors, je dirais le monde des médias et du broadcast vit régulièrement des évolutions ou même des révolutions techniques. Alors, il y en a certaines qui sont très visibles, dont on a tous entendu parler, parce que c'est répercuté vers le grand public. Je pense au passage de l'analogique au numérique, de la SD vers la HD, puis la 4K et ainsi de suite. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus souterraines. Donc il y a eu tout le passage du montage vidéo multimachine vers le montage virtuel. Donc c'est déjà une évolution bien ancienne. Il y a aussi tout ce qui a concerné la dématérialisation avec le passage en mode fichier. Mais il y en a encore des nouvelles évolutions et qui vont impacter forcément nos métiers, les process de production et de diffusion, et qui sont, je dirais, annoncés sous forme de sigles, alors que vous en avez certainement entendu un certain nombre. Il y en a d'autres encore plus lié à l'IT, et là ça fera l'objet de la prochaine conférence que j'animerai à 16h30 là, sur des thèmes comme les microservices, Kubernetes, le stateless, le Docker et ainsi de suite, qui deviennent des thèmes qui vont venir là aussi influer le travail dans le monde du podcast. Alors pour, je dirais, cette première conférence, nous avons invité d'une part Guillaume Lemoine, qui représente le groupe TF1, qui est donc architecte broadcast senior. Voilà. Nous avons aussi invité Alexandre Dubiès qui travaille chez Readby, qui est je dirais un prestataire technique qui est le nouveau nom d'Ericsson, mais qui s'appelait avant... Avant, ça s'appelait Ericsson Broadcast Services. Oui, avant Technicolor et avant... Technicolor Services, il y a une longue histoire. Mais voilà, VCF, thématique aussi. Donc là, c'est vraiment le siècle dernier. Et puis, nous accueillons aussi Ulrich Voigt, qui travaille pour la société Quest Media, qui est plutôt, lui, dans le domaine du consulting, en direction des chaînes de télé et du monde du broadcast. Alors, cette conférence, au lieu d'avoir des présentations successives, j'ai choisi de l'animer sous forme d'un dialogue, d'une discussion, où on va passer en revue un certain nombre de thématiques, donc que je vais vous annoncer, comme ça au moins vous saurez un peu d'où on part et où on va. On va d'abord parler de vidéo sur IP, alors au sens plutôt production et vidéo live, et donc tout ce qui tourne autour de la norme SMPTE 2110. Alors, on ne va pas aborder la description de la norme, hein, parce qu'il y aurait déjà de quoi faire une journée de conférence là-dessus. Autre thème, je dirais, autour duquel il y a beaucoup de réflexions, c'est tout ce qui concerne la virtualisation, c'est-à-dire en gros de faire des traitements vidéo ou d'avoir des machines vidéo qui ne soient plus sur des équipements dédiés et des hardware dédiés, mais qui sont sur des équipements IT, donc type serveur, type unité centrale informatique, et sur lequel on fait travailler un certain nombre de softs. Alors ça, c'est déjà connu dans un certain nombre de process, entre autres tout ce qui est post-production. Mais par exemple, l'an dernier, il y a France Télévisions qui avait organisé un POC où ils avaient fait un mélangeur sur ordinateur, un mélangeur de production complet sur ordinateur. Si on aborde la virtualisation, on va bien entendu parler du cloud, puisque là aussi, il y a une volonté très forte des grands acteurs du cloud, c'est-à-dire les GAFA, les Google, les Amazon, et ainsi de suite, pour attirer les gens des médias et des broadcasts pour mettre leur contenu sur leur serveur. Et si on aborde la question du cloud, il y a aussi une question sous-jacente qui est très importante, et on le voit régulièrement dans l'actualité, qui est liée à la sécurité. Et il faut que, je dirais, dans les chaînes de télévision, l'aspect cybersécurité soit réellement pris en compte. Alors après, j'ai des sujets autour de la 5G et autres, mais là, c'est pas sûr qu'on ait le temps de les aborder. Voilà, alors pour démarrer, sur la vidéo sur IP, qui peut-être Guillaume ? Oui, en introduction, peut-être, on évoquait le mot d'évolution.
Moi, ce que je considère, c'est que ce qu'on vit là, ce qu'on voit là arriver en combinant l'IP, la virtualisation, le cloud, c'est probablement la plus grosse révolution qu'on ait jamais eu j'allais dire subir, mais à traiter. Parce que si on monte très loin, à l'époque, on faisait de la télé en noir et blanc analogique, couleur numérique, HD. Finalement, la façon dont on avait à concevoir les régies, les studios et une chaîne de télévision, elle n'a pas beaucoup changé, en fait. C'était un peu toujours les mêmes modèles. On modernisait les tuyaux, on améliorait la qualité, mais finalement, entre la caméra, le mélangeur et le téléviseur, c'était un peu les mêmes architectures qu'on retrouvait dans les grands modèles. Là, l'arrivée de l'IP, de la virtualisation et du cloud permet d'envisager les choses de manière extrêmement différente, avec des modèles qu'on n'imagine probablement pas tous aujourd'hui, que ce soit, et qui nous apportent tout un tas d'opportunités en termes de mutualisation des ressources, d'accès à distance, d'automatisation. On pourra parler éventuellement de la remote production, enfin tout un tas d'applications qui seront normalement plus efficaces et plus abordables au travers de ces nouvelles technologies. Donc il y a évidemment tout un tas d'opportunités qui ne font aucun doute. Je pense qu'après, nous, en tant qu'utilisateurs et consommateurs de ce genre de technologie, on doit aussi faire un certain nombre de constats aujourd'hui. Et dans chacun de ces domaines, on peut faire des constats qui sont plus ou moins mitigés par rapport à ce qu'on a besoin d'en faire. Moi, je dis, par exemple, sur l'IP, le constat qu'on peut faire tous, je pense, tu citais un POC, il y en a eu plusieurs, l'interopérabilité, les signaux, ça fonctionne. Aujourd'hui, on peut brancher des équipements de différents constructeurs et on retrouve l'image et le son et les données suivent la chaîne. Si on se positionne au niveau du contrôle, comment on doit configurer, contrôler tout ça, là, la situation, elle est beaucoup moins claire. Il y a des solutions qui existent et qui fonctionnent, mais le panorama, il est un peu plus complexe que sur la partie simplement de la connectivité des signaux. Donc, il y a tout un tas de constats qui peuvent éventuellement nuancer, en tout cas pour chaque utilisateur, en fonction de nos objectifs, l'intérêt d'investir à tel ou tel moment. Donc, nous, la question qu'on se pose en fait en permanence, c'est celle du retour sur investissement. À quel moment il est important et il est censé et raisonnable d'investir dans ces nouvelles technologies. Est-ce qu'on peut faire le point sur la situation actuellement du ST2110 ? C'est-à-dire, est-ce que c'est, je dirais, ça y est, c'est entériné au niveau des industriels, c'est opérationnel, il n'y a plus qu'à acheter ou est-ce qu'il y a encore des îlots autour du ST2110 ou peut-être des choses qui ne sont pas dans la norme d'ailleurs, où il y a encore des besoins de standardisation, de normalisation je sais pas, Ulrich. Oui, bien sûr, il y en a beaucoup des aspects qui ne sont pas très mûrs. D'autre côté, si nous, comme les gens qui fabriquent, qui construisent ces systèmes, tous les ordres et toutes les consultations qu'on fait pour le moment, la plupart est en 21.10. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé depuis les dernières années. Il y a 5 ans, qu'on a commencé à construire le Channel olympique à Madrid, on a dit, maintenant on le fait en IP et on l'a fait en SDI. 3 ans avant, on a fait Sky Sport en Allemagne. On a dit maintenant on fait IP. Et puis on a fait Riedel MediaNet, qui au moins technologie réseau et IP, mais pas 21.10. Depuis à peu près 1 an et demi ou 2 ans, tous les projets sont 21.10. Sauf les petites, on fait un pour une newspaper qui font un petit studio, ça c'est encore en SDI, mais les grands projets, ils sont en IP. Et si on regarde là, la séparation simple, c'est tout ce qui est 21.10, c'est beaucoup plus mûr que tout ce qui est NMOS et contrôle. C'est ce que toi, tu as aussi dit. Et à Dubaï, pour Bloomberg, on construit une maison tout à fait nouveau. Et là, on a dit, ou le client voulait faire NMOS complet. Tous sur NMOS. Et là, ça, c'est le plus grand problème. Et c'est là où on perd le temps parce que le testing entre les vendeurs et la compréhension du standard,
C'est pas le fait qu'il n'y a pas de standard, mais il n'y a pas suffisamment d'expérience avec le standard, comment l'interpréter. C'est comme, disons, avant, les fichiers MXF, il y avait le standard MXF, mais il n'était pas compatible. Maintenant, ça marche. Mais là, il faut encore faire les expériences, et seulement un exemple de ça. Pour faire une connexion de deux devices, il faut échanger un fichier SDP. C'est un petit fichier en XML, mais chaque receiver doit échanger ça avec chaque sender. Alors, on a une matrice N par M dans le bâtiment, et chacun doit comprendre tous des autres. Et s'il y a un commun qui est mauvais, il y a un problème. Et ce fonctionnement de testing, d'évaluation, de vérifier les nouvelles versions, ça c'est quelque chose qui change la façon comment on fait les projets, comment on construise des systèmes. Ça, je dirais, donc faut séparer d'un côté le signal en lui-même, c'est-à-dire les images et les sons, où là, a priori, c'est réglé globalement, de tout le système de pilotage, de contrôle. C'est un peu ça. C'est ça, l'orchestrateur, c'est ça qui fait les problèmes. NMOS alors c'est un standard qui est lié à la MOA, c'est ça, c'est la MOA qui... En fait, c'est pas vraiment un standard, c'est ce qu'on appelle une spécification, mais c'est pas aussi... comment dire, les standards, ça met beaucoup plus de temps à être produit et ça nécessite une rigueur extrême. On va dire que les spécifications, c'est des organismes donc, comme la MOA ou le DPP, qui sont un peu une alliance de broadcasters et de constructeurs, et qui en fait viennent avec des cas d'usage pratiques. Donc en fait, c'est beaucoup plus en général connecté en fait à la réalité et beaucoup plus rapide à mettre en œuvre. Donc la MOA, effectivement, c'est ceux qui spécifient les spécifications NMOS, qui sont donc utilisées, comme l'expliquait Ulrich, sur tout ce qui est contrôle, découverte des nouveaux équipements sur un cœur IP ou gestion de la connexion entre ces équipements. D'accord. Au niveau de projets concrets, je dirais il y a des choses opérationnelles maintenant, ou est-ce qu'on est encore dans l'étude, le projet, les appels d'offres ou... Non, il y a bien des projets qui sont en opération. Il faut toujours regarder l'architecture. Il y a des systèmes qui viennent d'un vendeur qui fait tous. Dans ce cas, c'est bien sûr plus facile. Il y a des choses qui sont tout à fait cotes. Standard IT, il y a des systèmes NMOS. Là, on est encore peu en retard, mais le projet Bloomberg dont je vais parler, ça doit être sur l'antenne dans quelques semaines. Alors, si on parle dans 2 mois, on peut aussi dire que ça en est. Alors, c'est pas très long, et un grand projet en Switzerland, à TPC, ça va être aussi sur l'antenne dans... TPC, c'est Swiss Television. Suisse Television. Oui. Oui, mais là, qui est plutôt interne, je crois que c'est Imagine qui est un peu au cœur du projet, non? Ça, c'était sur le Obiven. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Oui. Mais ce Obiven, il est aussi opératif. D'accord. Je suis d'accord avec ce que disait Ulrich. Quand il y a une consultation aujourd'hui, en effet, ce qui est demandé, c'est de mettre en œuvre ces solutions-là, IP, cloud. Enfin, la question que nous, on se pose, encore une fois, en tant que broadcaster, c'est à quel moment on doit nous consulter. Et un des constats qu'on fait, c'est que... Et chacun apporte sa propre réponse, chacun a ses objectifs, chacun a ses contraintes. Nous, par exemple, le cœur du sujet, c'est nos régies de production et nos studios. Aujourd'hui, on a 4 gros studios à Boulogne qui fonctionnent très bien. Ils font de la HD. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire autre chose que de la HD. On diffuse un petit peu du HD, mais on sait construire des systèmes ad hoc à chaque fois qu'on a besoin de faire qu'on a un business en UHD. Donc le cœur de notre activité, c'est la HD. Et nos régies HD, je trouve qu'elles fonctionnent encore très bien. Elles ont 10 ans et plus, et elles fonctionnent très bien. Du coup, quand on doit nous mettre dans la balance à quel moment il est pertinent pour nous de réinvestir, on met les nouveaux besoins qu'on a envie de traiter et la maturité des solutions. Et c'est là qu'on peut se dire que
compte tenu certes une maturité sur l'interopérabilité des signaux, mais les questions qu'on vient d'évoquer sur la partie contrôle, c'est un des facteurs qui nous font dire aujourd'hui qu'on n'est pas, entre guillemets, pressé d'investir dans ces technos-là. On a des projets plutôt à l'horizon 12, 18, 24 mois. D'accord. Et là, je dirais le fait de passer en tout IP apporterait d'autres fonctionnalités ou plus de souplesse. Qu'est-ce que ça apporterait? Alors ça, je l'évoquais très rapidement tout à l'heure, et il est certainement difficile de répondre totalement à cette question, mais ce qui est évident, c'est que oui, ça va nous permettre de construire des architectures très différentes de celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, une architecture SDI, c'est des architectures point à point. Le câble SDI, il est unidirectionnel, il ne transporte que de la vidéo, de l'audio. Bien souvent, on est quand même obligé de faire passer l'audio à côté dans des contextes de production. La télécommande, c'est encore autre chose. Les données, c'est encore autre chose. L'IP amène une simplification de tout cela et une multiplication de la puissance de ce qu'on peut faire avec. Et aussi amènera des nouvelles architectures. On évoquait rapidement tout à l'heure la capacité de faire de la remote production, qui nous concerne assez peu, nous, TF1, mais dans l'industrie, c'est quelque chose d'énorme. Ça veut dire que quand vous investissez dans des équipements, aujourd'hui, ils vont vous servir un jour par semaine, le samedi, au moment de la compétition sportive, et le reste du temps, vous avez besoin de le déménager et de l'installer ailleurs. Si vous pouvez centraliser ces infrastructures-là, vous pouvez les utiliser 7 jours sur 7 et ne déployer que le minimum sur le site. Donc, rien que sur la remote production, on voit des opportunités énormes. Pour nous, ce à quoi on réfléchit en premier, ça tourne plutôt autour de mutualiser certaines choses. Aujourd'hui, je citais nos 4 régies, nos 4 studios, on a 4 fois, pour simplifier, on a déployé 4 fois les mêmes équipements. Quand on les reconstruira, probablement qu'on pourra mutualiser un certain nombre de ressources. Et le dernier point, c'est sur les systèmes de secours. Aujourd'hui, on ne peut pas construire un système sans envisager le système de secours, le site de secours. Les solutions IP et cloud permettent d'envisager des solutions de secours probablement plus intéressantes économiquement, où on pourrait avoir des systèmes qui finalement sont éteints, sont au repos, notamment dans le cloud, et qu'on n'active que quand on en a réellement besoin. Ça, c'est quelque chose qu'on regarde de très près. Oui, les délais de remise à l'antenne, parce que j'en avais discuté avec d'autres interlocuteurs pour un papier, et j'avais été un peu surpris des délais. C'est l'ordre de combien? Parce que quand on dit on redémarre le système dans le cloud, il faut quand même un certain temps. Il ne démarre pas, pof. Alors ça, oui, c'est le sujet, c'est un des sujets autour du cloud. Aujourd'hui, bon, on a des performances. Aujourd'hui, comme on a les systèmes en double, il n'y a pas de délai. Ce qu'on attend du cloud, c'est le même niveau de performance. Ce qui oblige probablement tout un tas de solutions devront être conçues pour être ce qu'on appelle cloud native. C'est-à-dire que si on se contente de déplacer les solutions telles qu'elles existent aujourd'hui dans le cloud, on a des délais importants. On risque d'avoir des délais importants. Si on bascule sur les solutions cloud natives conçues pour cela, et c'est loin d'être le cas partout, on peut espérer des manques. Oui. Je reviens juste un tout petit peu sur l'intérêt en fait, de construire des architectures IP aujourd'hui et pourquoi, effectivement, aujourd'hui, en 2019, nos clients viennent nous voir et ils nous disent effectivement, je veux construire un cœur en IP, une infrastructure IP. Et puis deux, aujourd'hui, effectivement, c'est inimaginable de ne pas envisager en fait, de construire une architecture sur l'IP. La raison, c'est que c'est le futur. Et ça, c'est inévitable. C'est-à-dire que si on construit, si on a une architecture SDI, on est coincé. Peut-être qu'on peut continuer à fonctionner encore pendant 1-2 ans, mais après on va être coincé quand il va falloir migrer sur la 4K ou la 8K. D'un coup, on va exploser la capacité, ou ça va nécessiter plein d'équipements de conversion, de resynchronisation, etc. Donc ces architectures sont plus adaptées. Elles sont aussi unidirectionnelles. L'IP, c'est bidirectionnel. Donc on peut avoir un réseau IP digne de ce nom, avec des grosses capacités dedans. Ça permet de transporter de l'audio, de la vidéo, du compressé, du non compressé, dans tous les sens, en aller et en retour, de transporter les signaux de contrôle, etc. Et puis le jour où on passe sur la 4K, c'est juste un changement de format du signal en lui-même, mais notre cœur IP, il est déjà présent et on peut le faire l'augmenter en capacité. Pour absorber en fait la charge. Donc c'est basculer sur une architecture IP, et en plus même je dirais aujourd'hui, même si on a une architecture SDI, de toute façon on a forcément construit quelque chose, un réseau IP à côté pour transporter l'IPTV, pour transporter l'OTT. Donc qu'on les choisit ou pas, en fait on a déjà commencé à le faire. Donc l'architecture IP, c'est le futur, et puis effectivement, ça permet d'aborder en fait toutes les évolutions de l'avenir qui vont arriver. On parlera peut-être plus tard de la réalité virtuelle ou réalité augmentée, qui nécessite des grosses capacités aussi en termes d'échange de signaux.
alors à condition quand même que les interfaces réseau étaient dimensionnées. Alors bien sûr, ça bouge quand même très vite, mais bon, le 10 gigabits, c'est vraiment... c'est du classique de chez classique. Là, on parle d'interface 2540 pour tout ce qui est vidéo IP. Le 100 commence à apparaître et on annonce le 400. Tout à fait. Mais c'est là aussi la force des réseaux, parce que bon, ça, c'est l'aspect qu'on n'aura pas forcément le temps de l'aborder, mais en fait, ce que ça change aussi d'un point de vue constructeur et acteur, d'un point de vue solution, c'est qu'on ne parle pas forcément aux mêmes acteurs. Avant, c'était les acteurs peut-être broadcast qui allaient fournir un routeur. Maintenant, il y a des gens comme Cisco, Arestage, Uniper qui sont dans la boucle. Hein. C'est des gros acteurs, pas des petits. Et l'intérêt de ces architectures réseau, c'est qu'elles sont aussi distribuées. C'est-à-dire qu'on peut augmenter la capacité sans forcément avoir à changer le cœur du réacteur. Cisco vend chaque jour le même montant de switches comme toute l'industrie média, les routeurs SDI dans un an. Oui. Alors, on voit d'où vient l'innovation, l'argent. Et c'est ça. Quand on travaillerait dans le monde de télécommunications, il y a 20-30 ans, où il y a le fax et la téléphonie analogique, il y avait des gens qui ont dit l'IP, ça ne marche pas là-bas. Et maintenant, tout ce qu'on fait, c'est sur IP. On se demande même s'il faut encore l'infrastructure téléphonique. Alors là, on voit comment cette technologie transforme une industrie. Et chez nous, on a, donc quelque part dans la production, on a au début, dans la distribution OTT, TS vers une uplink, on n'a pas du tout au début, on a bien passé. Et plus va à venir. Alors il faut commencer. La question, c'est seulement quand et où. Je suis d'accord, c'est inéluctable, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, nous, ce qu'on doit aussi prendre en compte, c'est le facteur humain. C'est-à-dire que dans la mesure où, comme on l'a dit il y a 3 minutes, ça révolutionne complètement la façon dont on conçoit, dont on exploite, dont on maintient nos infrastructures, il faut aussi qu'on accompagne nos équipes en interne pour qu'elles soient en mesure de l'imaginer et de le soutenir. Donc ça, c'est un effort en plus qu'on doit faire et qu'on fera, bien sûr. Et encore une fois, la question, c'est à quel moment il est plus opportun. On peut, dans des phases de transition comme ça, être amené à s'appuyer aussi sur des partenaires, des intégrateurs, des consultants qui vont nous aider, mais il faut aussi qu'à terme, nos propres équipes soient capables de maintenir tout ça. Une évolution, alors ça dépend, je dirais, des métiers dans les chaînes, parce qu'il y a certains métiers je dirais, parce qu'il y a aussi quand même le souhait des constructeurs de faire des interfaces dans les équipements IP similaires aux interfaces actuelles. Alors, je dirais côté exploitation, là. Hein. Mais par contre, derrière, tout le back-office, il y a quand même, je dirais, des évolutions majeures en termes de métier. Je dirais, et puis, il y a des choses un BTS électronique, c'est pas un BTS réseau ou un ingénieur réseau. Et comme on disait tout à l'heure, il y a des choses des normes qui peuvent, ou des spécifications qui peuvent encore progresser. Et il y a aussi des choses qui sont réellement très complexes et qui le resteront. Si on pense à la synchronisation, le protocole PTP pour synchroniser l'installation, c'est quelque chose de très complexe. Et il faut acquérir ces compétences-là. Et concernant les IHM et les utilisateurs, pour exactement ce qu'on fait aujourd'hui, les IHM et les contrôleurs peuvent rester les mêmes. Mais, comme on vient de dire, l'IP donne beaucoup plus. Et pour vraiment utiliser les capacités de l'IP, par exemple la flexibilité d'avoir des processeurs en software, et on n'est plus limité sur un nombre de processeurs. Alors si on a des boutons pour des délais, aujourd'hui on a 5 délais. En soft, en IP, on peut avoir une centaine de délais. Alors comment est-ce qu'on fait ça avec les boutons ? Un exemple très simple. Et toute la réservation, quand je vais faire une production demain, je peux aujourd'hui réserver des ressources pour demain, des ressources de processing, de computing, de réseau. Alors, il faut faire une planification d'autrement. Alors, je crois que ça vraiment affecte plus de personnes que seulement ceux qui font l'opération du vidéo, et ça donne des workflows tout à fait nouveaux. Je dirais la question de la réallocation nous amène à passer un peu au thème suivant, mais alors peut-être qu'il y a quelques questions autour de vidéos sur IP ou ST2110 et consorts. Est-ce qu'il y a
soit des gens qui ont des avis, mais peut-être que tout le monde a un avis, donc je me méfie là quand même, ou des questions, où on passe à la suite. Donc je dirais, niveau des process, c'est tout ce qui est virtualisation, comme vous l'évoquiez. Donc là, où en est-on dans le domaine de la virtualisation dans les chaînes de télé ? Alors, vaste sujet, assez complexe. J'ai envie de dire que ça dépend, ça dépend de l'application qu'on va faire tourner, ça dépend de l'application qu'on considère. La première question qu'on va se poser, ça va être est-ce qu'elle est gourmande en ressources, qu'elle consomme beaucoup de processeurs ou de GPU ? Est-ce que les ressources qu'elle consomme sur la machine sont prédictibles et constantes ou est-ce qu'elles sont variables ? En fonction de ça, va être déterminé est-ce que l'application vaut mieux la faire tourner sur une machine physique avec donc un OS, une CPU, du GPU potentiellement dédié à cette application, ou est-ce qu'on va aller regarder des machines virtuelles ou des solutions de containers où là on va plus être sur un partage de ressources. Donc là où on en est, en fait, c'est très variable, mais si je donne une vue très macro, en fait, ça dépend. Si on regarde un peu, par exemple, tout ce qui est les plateformes OTT ou ce qui est media management, c'est déjà virtualisé depuis très longtemps. Si je regarde sur des parties comme le play-out, là, il y a encore ou la production. Ce sont des applications qui nécessitent qui sont gourmandes en ressources. Il y a beaucoup de signaux vidéo qui sont transportés. Donc ça nécessite beaucoup de bandes passantes, beaucoup de temps de traitement, beaucoup de manipulation des signaux, de traitement des signaux. Et donc là, typiquement, la virtualisation, ça va être un peu plus compliqué, à moins qu'on travaille sur des flux compressés. Donc si on est sur des flux compressés, typiquement avec des fonctionnalités peut-être un peu moins avancées, en termes d'habillage, etc. Là, il y a plein de solutions qui existent en machine virtuelle ou dans le cloud. Mais si on travaille sur du non compressé, par exemple, ça va naturellement assez vite imposer d'être sur des machines dédiées. Donc c'est un équilibrage, en fait, c'est un choix qui doit être fait, et c'est vraiment application par application. Donc ça, c'est le travail qu'on fait en intégration ou donc quand on construit ces plateformes-là, c'est de déterminer la bonne stratégie d'hébergement, en fait, de ces applications sur une infrastructure. Alors là, vous partez d'une analyse réelle de ce qui existe en hardware dédié, en analysant le pourcentage CPU d'occupation des machines. Comment vous procédez ? C'est d'autres méthodes, je ne sais pas. Oui, alors il faut, comme tu as dit, regarder dans les ressources qui sont utilisées. Et car, par exemple, une grande machine de virtualisation peut seulement contenir un certain nombre de GPU. Il y a des cas, et on a eu ça, où on n'a qu'une Windows qui est tournée sur cette machine. Alors, pourquoi virtualiser ça? Parce qu'il y a seulement une instance de l'OS, parce qu'il faut avoir les GPU. D'autre côté, il y a un autre aspect qui est l'aspect des softs et des licences des softs. Alors, souvent, on pourrait virtualiser quelque chose, mais ça coûte plus parce que le vendeur le licence différemment, ou ça ne marche pas parce qu'il y a des choses comme des dongles et des adresses MAC qui en basculent ça. Ça ne marche pas. Il faut pas seulement regarder sur les capacités techniques, mais aussi sur les softs. Et puis, pour finir ça, si on vient du sujet 2110, la spécification et les implications techniques de ce que 2110 sur une machine virtualisée, ça encore pose des problèmes. Le PTP, les réseaux, les cartes réseau et tout ça. Alors ça, c'est aussi le AIMS et les roadmaps, c'est encore un peu dans la future d'avoir une infrastructure virtualisée, dématérialisée pour les 2110. Mais on a déjà des projets de planning, de consulting, où il y a des broadcasters qui maintenant font le planning pour quelque chose qu'ils construisent dans 3 ans. Ils veulent avoir le 2110 virtualisé. D'accord. Du côté de TF1, là. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je vais peut-être illustrer par 2-3 exemples. Donc, nous, on a un principe depuis
4-5 ans déjà, qui est de dire que par défaut, tous les nouveaux projets qu'on fait doivent être virtualisés. C'est le principe de départ. Et bien sûr, comme tout principe, il y a un certain nombre d'exceptions qui sont basées sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire, à un moment donné, il faut, face à la réalité, on peut avoir des exceptions. Les exceptions qu'on rencontre, pour illustrer, le plus souvent, c'est par exemple les machines de transcodage, très gourmandes en calcul. Sur ce type de machine-là, il y a peu ou pas d'intérêt de virtualiser. Sur à peu près tout le reste, alors je parle de certains métiers, je ne parle pas de production live, de transport de flux vidéo, mais sur du back-office, d'outils de production, de post-production. Sur à peu près tout le reste, base de données, serveurs divers et variés, on arrive à virtualiser sans trop de problèmes. L'intérêt de la virtualisation pour nous, bien sûr, c'est la souplesse et la flexibilité que ça amène. Déplacer, lancer, mettre à jour une machine virtuelle, c'est quand même bien plus simple que de mettre à jour une machine physique. 2 exemples concrets pour illustrer encore ça. Un projet récent, il y a 2 ans maintenant sur LCI, on installé un nouveau système de production pour l'info d'LCI et on avait à essayer de résoudre le mieux possible un problème qui consistait à sécuriser le cœur du système. Mais un journaliste, il a besoin de travailler non seulement avec le cœur du système de production de l'info, des images et des sons, mais aussi à être connecté sur le monde extérieur. Donc les solutions classiques qu'on avait avant ça, c'était de donner 2 postes de travail. Assez peu élégant, assez peu pratique. Et on en a fini par, un peu à notre surprise, c'est pas ce qu'on avait envisagé au départ, mais en faisant quelques tests, on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien, de virtualiser le poste de travail bureautique, ça posait pas vraiment de problème, mais on a aussi réussi à virtualiser le poste de travail de montage, et d'amener ces 2 machines virtuelles finalement sur un seul écran, qui est l'écran du terminal du journaliste. Ce qui permet finalement de donner au journaliste, non pas comme s'il avait 2 machines différentes, mais 2 fenêtres dans une même machine, même si ces fenêtres sont en réalité 2 machines virtuelles. Tout ça pour dire que sur les applications outils de montage, on a été agréablement surpris il y a 2-3 ans, les solutions de virtualisation et de contrôle à distance permettent d'offrir une station de montage qui fonctionne très bien, avec la fluidité et la souplesse requise. Contre-exemple, sur l'infographie, on a voulu faire la même chose sur l'infographie. Et là, on s'est heurté à des problèmes de performance d'une part. C'est-à-dire qu'à la fin, on arrivait à des machines virtuelles tellement gonflées qu'il était plus raisonnable d'acheter une machine physique. Et ce que disait Ulrich aussi, des problèmes liés à la logique et aux licences, notamment autour des plugins, etc., qui faisaient que c'était aussi un cauchemar à faire fonctionner en mode virtuel. Du coup, là, on est revenu finalement dans un fonctionnement plus classique. Juste pour compléter aussi sur l'aspect virtualisation, on oublie parfois qu'avant de pouvoir virtualiser, il faut déjà que la solution puisse être logicielle uniquement. Et la réalité, encore aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre de constructeurs, de fabricants, notamment les fabricants historiques, qui étaient habitués à vendre du hardware, avec du software dedans, mais avec leur hardware à eux. Leur software voilà. bien fermé. Donc pour eux, avant de passer à l'étape de virtualisation, il faut déjà le passer en mode logiciel. Et ça, c'est déjà, d'un point de vue technologique, un très gros saut qui nécessite pour eux des investissements massifs en termes de redéveloppement en fait, de leur couche applicative. Ça veut dire, parce que quand on dit il faut virtualiser, ça veut dire qu'il n'y a plus, non seulement c'est plus un châssis, un serveur dédié, mais c'est même plus de cartes vidéo dedans dédiée. Donc ça veut dire qu'il faut enlever toutes ces dépendances. Et ça veut dire souvent redévelopper le produit, voire le revoir complètement. Donc c'est pour ça que cette transition vers la virtualisation, elle prend du temps, parce que ça veut dire que chaque acteur, indépendamment, doit faire l'effort. Donc nous, on est à l'arrivée au niveau intégrateur, ou quand on construit ces plateformes-là, on regarde ces fournisseurs et on fait l'évaluation. Est-ce que ça, aujourd'hui, nous, c'est un des critères premier, est-ce que votre solution, elle est logicielle? Est-ce que je peux l'installer sur mon infrastructure à moi, mon cloud privé? Est-ce que vous me garantissez que je ne vais pas avoir besoin de rajouter une carte, un dongle, parfois c'est ça, c'est juste un dongle, une clé USB à l'arrière du serveur, mais c'est une dépendance physique. Donc ça fait partie aussi du challenge, en fait, du défi dans le processus de virtualisation. Il faut voir la virtualisation en fait comme vraiment un processus de transformation qui commence par passer en logiciel puis virtualiser.
D'accord. Et là, qui se fait, je dirais, îlot par îlot, en fonction des contraintes techniques, de la charge, mais aussi des fonctionnalités plus hardware qu'il faut virtualiser. Tout à fait. Plus comme on le disait, effectivement, plus les applications vont être consommatrices, vont nécessiter de travailler sur des signaux avec une grosse bande passante, plus en fait le défi va être important. D'accord, donc je dirais c'est variable. Alors maintenant, autre sujet, alors qui déclenche quelquefois des passions, le cloud, c'est-à-dire donc je dirais, bon, première étape, les chaînes ont leurs infrastructures en interne, sur des machines dédiées ou à la limite virtualisées, et elles le transfèrent dans un premier temps sur des architectures plutôt type data center. Et le data center, est-ce qu'il est dans la chaîne ou est-ce qu'on le met à l'extérieur, d'autant que les connectivités fibre optique améliorent quand même les possibilités. Donc, nous, en fait, chez Redby, on a des plateformes, on utilise un peu tous les types d'environnements, donc on a des services qui tournent. Il faudrait peut-être rappeler que vous faites à la fois de l'étude, de l'exploitation, et parce que vous managez des chaînes, la diffusion de chaînes. On fournit aux chaînes de télévision, c'est des services clés en main, et c'est sur toute la chaîne de valeur, depuis de la gestion des médias, la diffusion jusqu'à la distribution des contenus, que ce soit sur IPTV, le câble, satellite ou l'OTT. Donc en fait, et ce qu'on remarque en fait d'un point de vue hébergement de cloud privé ou cloud public, c'est que la stratégie d'hébergement varie justement en fonction de ces types de services. Donc typiquement, l'OTT, ça va être à destination des téléspectateurs qui vont être sur Internet. Donc les architectures vont être entièrement hébergées dans le cloud public, que ce soit Microsoft, Azure ou Amazon. Après, on a une plateforme de media management qui est, elle, sur une stratégie hybride, donc à la fois cloud public et cloud privé, puisque comme le disait Guillaume tout à l'heure, par exemple, les ressources de transcodage, parfois ça vaut pas le coup d'avoir des ressources. Si on a des transcodeurs qui tournent en permanence pendant 3 ans, c'est pas efficace d'un point de vue économique de les faire tourner dans le cloud. Donc une approche hybride fait sens. Et puis après, plus on va vers des signaux vidéo, le traitement de signaux vidéo, donc sur ce qui est diffusion ou production, et plus en fait l'équation économique de le faire tourner dans un cloud public va être compliquée, à moins qu'on travaille sur des signaux compressés. Voilà, c'est un peu ça en fait nous qu'on voit. Donc en gros, en fonction des applications et des services, on va choisir la stratégie d'hébergement adaptée. Oui, et venant de ce qu'une société fait, nous qui sommes intégrateurs de système depuis 25 ans, on a fait la projection dans le futur. Comment est-ce que dans 8 ans, 10 ans, on va construire des systèmes de médias? Et de la même façon que tout va être IP, beaucoup de la production va être dans la cloud. Alors nous, on a réfléchi comment qu'est-ce que l'industrie a besoin pour faire construire des systèmes dans le cloud. Et c'est pour ça que nous, on nous a transformés dans une société qui fait aussi du développement du software, et on a développé une plateforme pour management des applications dans la cloud, pour l'intégration des applications. Alors pas un MAM dans le cloud, mais des outils, un framework, comment on peut construire un système entier dans le cloud. C'est ce qui est aujourd'hui les câbles verts, le stockage central, l'Active Directory, le monitoring qu'on connaît sur site. Comment est-ce qu'on fait tout ça pour construire des systèmes dans le cloud? Parce que c'est ce que tu vas te dire, pour virtualiser quelque chose, il faut avoir un logiciel. Pour vraiment faire tourner quelque chose dans le cloud, il faut de nouveau redévelopper le soft pour le faire cloud native, et pour vraiment contrôler les coûts, bénéficier du cloud, être capable de gérer les redondances dans le cloud. Alors pour vraiment faire quelque chose comme Netflix ou Amazon dans le cloud, il faut de nouveau avoir des nouvelles softs. Ça va encore prendre du temps
pour qu'on puisse mettre une chaîne entièrement dans le cloud, mais ça commence déjà. Comme tu as dit, nous on a aussi fait des projets sur ça. Bien sûr, c'est plutôt partie gestion, mais on peut, et tu viens de mentionner les 5G, avec plus de bandes passantes en local, on peut commencer à réfléchir sur des productions remote, en cloud. Il y a des cas, pas nécessairement prime time, mais entre ce que je peux faire avec mon portable en live vers les réseaux sociaux et mon Champions League, il y a beaucoup d'espace pour faire quelque chose dans le cloud déjà aujourd'hui. Et donc, vous avez déjà commencé à mettre en place des services ou des infrastructures pour répondre à certaines poches techniques À certaines poches techniques, oui. Alors, D'accord. il faut bien aussi pour le cas financier, c'est le même avec l'IP, où est-ce que ça fait du sens. Mais il y a des cas particuliers. Par exemple, si on regarde à l'archivage, il y a à peu près 12 mois où il y a le break-even entre acheter une grande librairie tape sur site, comparé à mettre ça dans le cloud. Il y avait le break-even dans les prix. Alors maintenant, on peut considérer à mettre une grande archive dans le cloud. Et il y a d'autres cas de preview dans le remote production, pas le vrai remote production, mais le preview pour que tout le monde puisse voir ce qui est produit. Les systèmes de MAM, bien sûr, la collaboration, editing dans le cloud. Alors, ne pas seulement faire le post virtualisé sur site, mais pour quelques cas d'accès remote, mettre le poste de production dans le cloud. Tout ça, ça marche déjà aujourd'hui. Il faut, pour son propre métier, trouver quel est le cas qui fait du sens, fonctionnalité vers coût. Oui, il y a plein d'exemples qui ont été donnés. Je dirais une chaîne régulière dans le cloud, ça ne s'imagine pas, mais par contre des pointes liées à des diffusions de gros événements pour, je dirais, des événements comme les Jeux Olympiques ou du monde de foot ou même des chaînes événementielles. Donc, au niveau du cloud, chez TF1. Alors le cloud, évidemment, la promesse du cloud, elle est immense. Hein. On n'est pas les premiers à s'en rendre compte. Alors le cloud, il veut dire plein de choses différentes entre les solutions. Simplement, on déplace des infrastructures, on déplace des machines virtuelles dans le cloud. On l'a abordé. C'est une possibilité qui n'est pas forcément la plus intéressante. Aller au-delà, ça nécessite, comme l'a dit Ulrich, de réécrire les solutions. Et aujourd'hui, on en est loin. Si on prend juste un tout petit peu de recul à TF1 au niveau de la direction des technologies, donc toutes les solutions, tous les outils informatiques, pas seulement ceux pour la télévision, depuis 1 an, on est engagé dans un grand programme de transformation vers le cloud. C'est-à-dire qu'on va migrer progressivement toutes nos applications vers le cloud. Alors les applications, je dirais, audiovisuelles, mais le reste, toute la gestion. On commence, entre guillemets, parce qu'il est probablement plus simple, les applications corporate, finance, RH, com, etc. C'est déjà un travail important, parce que finalement, la première analyse qu'on avait faite était de dire on va juste déplacer nos machines virtuelles dans le cloud, mais économiquement, ça n'a pas grand sens. En gros, en 30-35 mois, il vaut mieux s'acheter un serveur. Donc, le vrai travail qui est en train d'être fait, c'est de modifier nos propres applications, celles qu'on développe en interne, pour les rendre cloud natifs, pour que ce mouvement d'ensemble ait un interne. Si on revient maintenant sur les métiers de la télévision, on commence à voir des choses extrêmement impressionnantes. Moi, ce qui je trouve le plus prometteur, c'est les solutions carrément en mode SaaS, c'est-à-dire gérées par le fournisseur de la solution. On commence à avoir des solutions où on peut, en effet, acheter à l'usage un package pour avoir 5 salles de montage en mode SaaS. Donc, on paye à la demande. Physiquement, on n'a rien chez soi, on a juste un accès distant à 5, 15, 20 stations de montage. Et quand on a fini de travailler, on les arrête et on arrête de payer. Il y a des choses très très intéressantes qui commencent à exister à ce niveau-là. Aujourd'hui, nous, on est au début de ça. Ce qui viendra sans doute en premier, puisqu'on a déjà beaucoup réfléchi, c'est le stockage, très probablement. Aujourd'hui, pour avoir une idée, l'ensemble des médias que le groupe TF1 diffuse et a en stock, c'est un petit pétaoctet. Aujourd'hui, stocker un pétaoctet dans le cloud, surtout sur les solutions d'archivage long terme, ça a plus de sens économiquement que d'acheter et maintenir et refroidir et alimenter en électricité des baies de serveurs chez nous.
Après, par rapport à la diffusion de chaînes de télévision, je parle pour le groupe TF1 dans le cloud, nous, on a encore, on va dire peut-être des vieux réflexes qui sont liés à la nature de l'activité. Il faut qu'on ait le contrôle, on a envie d'avoir le plus possible le contrôle sur nos infrastructures. Aujourd'hui, on est rassuré par le fait de dire que si on a un serveur de diffusion qui présente des faiblesses, on sait qu'on a la pièce de rechange sur étagère, on le répare, on est tranquille. Confier ça, un jour on le fera, mais confier ça à un tiers qui nous le garantit au travers de SLA, c'est un peu compliqué. On se soumet en plus à des liaisons qui sont certes performantes, mais dont on ne contrôle pas non plus l'intégralité, alors qu'on contrôle aujourd'hui l'intégralité de nos salles techniques. Donc c'est des nouvelles questions qui se posent, sur lesquelles il va falloir qu'on mûrisse et qu'on les adopte le moment venu. Et même pour la partie OTT, tout ce qui est VOD, SVOD, tout est encore en interne chez vous ou... Alors non, eux, c'est la partie qui est gérée par ITF1. Eux, il y a quelques années, ils ont déménagé leurs infras dans un cloud privé, dans un data center non loin d'ici. Et ils sont dans un mouvement pour amener tout ça désormais dans le cloud public. D'accord. Donc en deux étapes. C'est-à-dire, ils sont partis d'infra. Je trouve que l'on fait en deux étapes parce qu'ils l'ont commencé il y a 4-5 ans probablement. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions autour de ces sujets-là? Non. Bon. Ah, pardon. Pour l'édition à distance que vos journalistes utilisent, vous travaillez avec des basses résolutions le moment d'éditer, et puis c'est le montage haute définition qui se fait automatiquement derrière, je suppose. Pas tout à fait. Alors, en l'occurrence, c'est pas à distance. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur nos infras de production interne. Simplement, ce qu'on a fait, c'est que au lieu d'avoir un poste de travail sur le bureau du journaliste, c'est une machine virtuelle qui tourne dans notre salle technique en haute résolution, et simplement avec des protocoles d'accès à distance. Le bureau de cette machine virtuelle est représenté sur le terminal du journaliste. L'intérêt de ça, il est presque triple. Il y a celui que j'évoquais tout à l'heure. Ça permet de manière assez élégante d'amener sur le poste de travail du journaliste les deux environnements sur un même écran, alors qu'en fait, c'est des machines virtuelles complètement cloisonnées. Donc ça nous rassure au niveau de la sécurité. Ça permet de gérer les upgrades, par exemple, le fait que le client ait finalement tout le back-office, en l'occurrence il s'agit d'un système d'alerte, est en machine virtuelle. Le jour où on doit faire une montée de version, on fait une montée de version, on a encore les machines virtuelles de l'ancienne version. Si jamais il y a le moins de problèmes, on redémarre le matin sur l'ancienne version et c'est transparent, chose qui était beaucoup plus lourde à faire avant. Donc ça, c'est le deuxième avantage, c'est vraiment la maintenance et l'exploitation, le fait de passer un patch. On passe un patch, on a un nouveau palier. S'il y a le moins de problèmes, on revient sur l'ancien, c'est beaucoup plus simple. Et il y a aussi, là pour le coup, une logique économique, puisque dans le cas d'LCI, on avait en gros 200 positions de travail à équiper. Donc soit on le faisait de manière traditionnelle avec 200 PC un peu haut de gamme pour faire du montage. Là, mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a certes 200 positions de travail, mais il n'y a qu'en moyenne 60, 80, peut-être maintenant 90 utilisateurs simultanés. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis dans le bac en virtualisation 90 machines. Et sur les bureaux, on a mis 200 terminaux, mais qui sont des terminaux très économiques. C'est même pas 200 € le terminal. Et donc, à cette taille-là, il y a aussi une logique économique qui fait, certes, il faut investir sur l'infrastructure de virtualisation, mais comme on déploie 200 terminaux relativement bon marché, on s'y retrouve aussi à la fin. Oui, mais ça marche même dans le cloud. Alors, ce sont à peu près 40 mégabits par seconde qu'il faut en pic, mais même sur un portable téléphone ou un backpack multiple LTE, on peut bien faire, on vient de démontrer ça, on peut bien faire 40 mégabits par seconde et on peut faire même une production multicam, full screen. Ce sont des protocoles, cette PC over IP, c'est très efficace. C'est par rapport à ce que vient de citer Ulrich, c'est les DO, TVU, LiveView ou équivalent. Oui, qui utilisent plusieurs cartes SIM pour grouper la bande passante. Et même la latence de ça est suffisamment pour travailler sur ces postes. D'autres questions?
Alors, qui dit réseau dit accès, soit interne, soit surtout externe. Et donc, autre sujet chaud, la sécurité ou la cybersécurité de toutes ces infrastructures. Donc là, je ne sais pas qui... Je peux me prononcer. Alors, c'est évident, la cybersécurité, j'allais dire, chaque jour, un sujet de plus en plus important. Et il suffit de lire les journaux. Et donc, je pense que ça fait quelques années qu'on en est conscient. Je pense que pour un peu l'industrie, tout a commencé, ou tout s'est accéléré il y a 4-5 ans, quand Sony Pictures a été hacké. Ensuite, ça a été TV5, etc. Et ça ne s'arrête pas, et ça ne s'arrêtera pas. Il y a quelques années, on disait que finalement, l'industrie la plus attaquée, la plus ciblée par les hackers, c'était la banque, la finance, et qu'en deux, c'était les médias. Donc, on est une cible. Donc, on s'y prépare. En gros, il y a un peu trois aspects à la façon de s'y préparer. C'est on a des équipes et qu'on continue de renforcer qui sont des experts de cybersécurité, qui sont là pour apporter le bon niveau de service, le bon niveau de sécurité. En essayant, c'est l'éternel compromis qu'on doit faire, on monte le niveau de sécurité sans trop dégrader le confort de l'utilisateur. Donc il y a des paliers, il y a des moments où on peut percevoir une régression. Le jour où on introduit l'authentification double facteur, les utilisateurs ils râlent parce qu'avant ils mettaient un mot de passe et désormais ils doivent mettre un mot de passe. Mais il y a des solutions techniques qui font que ça reste relativement transparent. Mais c'est un travail permanent, donc d'être au bon niveau technique et de compétences pour amener le bon service en termes de cybersécurité. Ça se fait pas sans les utilisateurs. On a souvent coutume de dire que finalement le premier risque c'est le facteur humain. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est aussi le premier rempart. Donc il faut travailler avec les utilisateurs pour qu'ils soient au bon niveau d'attention et de compréhension de ces attaques pour que tous les systèmes qu'on mettra en aval ensuite soient réellement efficaces. Et le troisième aspect, c'est d'être prêt. On part du principe qu'on est attaqué, qu'on va être attaqué, et donc on s'y prépare et on est en permanence en mesure, ou en tout cas prêt à déployer les diagnostics et les contre-mesures. Et vous allez jusqu'à des tests grandeur nature ou... On fait des tests, on fait des audits pour très régulièrement s'assurer du bon niveau de réponse. D'accord. Comment c'est pris en compte cet aspect-là dans vos projets ou dans vos infrastructures que vous gérez ? Alors nous, en tant que fournisseur de services, on a maintenant de manière quasi standard et notamment pour les grands broadcasters, ces demandes qui nous parviennent intégrées au cahier des charges. Avant, c'était cahier des charges fonctionnel, technique, etc. Mais maintenant, il y a toujours un volet sécurité qui va avec, qu'on doit remplir. Donc, de la même manière que les broadcasters se protègent et doivent renforcer leur niveau de sécurité, on doit les accompagner donc, dans les services qu'on fournit. Non seulement parce que ce sont leurs services qu'on héberge et leurs chaînes, voire leurs marques qui peuvent être en danger, ou leur contenu, mais aussi parce que de plus en plus nos infrastructures sont donc interconnectées les unes aux autres. Et quand on parle de migration vers l'IP, du coup, on augmente ce risque, puisque finalement, là où auparavant on avait par exemple des interconnexions SDI qui étaient totalement sécurisées, il n'y a aucun problème de piratage sur le SDI. Sur l'IP, on disait tout à l'heure, c'est bidirectionnel, donc forcément, le risque existe et on peut faire transiter tout plein de signaux. Donc le challenge, en fait, d'un point de vue technique, il est qu'on doit trouver des nouvelles solutions pour permettre cette sécurité. Donc voilà, auparavant, on avait aussi, par exemple, on avait des firewalls pour les flux IP, mais ça va pour des flux compressés, mais le firewall, ça coûte très très cher. Donc, c'est plus du tout adapté pour assurer la sécurité sur des flux non compressés, par exemple. Donc, il faut regarder des solutions de type broadcast firewall ou des choses comme ça. Voilà, et après, même donc, du fait que nos infrastructures sont toutes interconnectées en IP, on doit renforcer les mécanismes de sécurité à tous les niveaux. Donc, on the edge, comme on dit, donc sur les côtés de l'infrastructure, là où on a les limites avec les périmètres des autres acteurs avec lesquels on s'interconnecte, mais aussi en interne, à l'intérieur de l'infrastructure, quand on la conçoit, on a besoin de renforcer la sécurité des trafics inter-systèmes. Donc c'est là où on va s'appuyer sur des solutions avancées. Il y a des solutions qui existent dans les fournisseurs qui fabriquent les équipements réseau, etc. On peut définir
entre telle application et telle application, elles vont utiliser tel port et tel protocole, et on peut limiter comme ça, contrôler complètement en fait les échanges. Mais ça nécessite en fait du travail qui n'était pas forcément nécessaire auparavant et qui aujourd'hui est absolument indispensable. Lorsque vous reliez, je dirais, des liaisons intersites, là vous passez sur des réseaux publics ou vous êtes sur des liaisons privatives. Alors en termes de distribution, aujourd'hui, en termes de distribution de signaux intersites, alors là je pense que depuis 10 ans, tout a complètement changé. Auparavant, on était sur plutôt du point à point en SDI. Maintenant, la logique de distribution, elle est plutôt sur des interconnexions dans des data centers, avec des logiques de cross-connect, sur des liens plutôt IP. Et puis la logique, elle a été poussée à son paroxysme quand maintenant on distribue les signaux vidéo sur Internet en utilisant des mécanismes de protection. Il en existe plein maintenant qui permettent la sécurisation du transport, même sur un réseau non managé. Oui, du signal. Là, c'est le signal lui-même, c'est le contenu lui-même. Le signal en lui-même va être véhiculé. On va D'accord. utiliser une infrastructure de transport public, donc Internet, pour véhiculer le signal d'un point A à un point B. Donc là, sur la distribution, on est vraiment sur... on a ouvert tous les possibles en termes d'échange. J'oubliais un truc que je voulais dire, mais une autre chose, c'est si on parle avec les gens de sécurité, ils disent que ce qu'on doit prévenir aujourd'hui, c'est qu'on est attaqué. C'est pas seulement qu'on est attaqué, mais c'est on est aussi ils sont entrés. Alors on ne peut plus faire le fence et dire en interne je suis secure et je fais seulement le firewall que personne peut rentrer. On va être attaqué, on va avoir l'ennemi dans le réseau. Alors il faut sécuriser les applications. Et l'approche cyber security aujourd'hui, c'est sécuriser les applications, sécuriser comment ils parlent l'un avec l'autre. Mais là, il faut compter sur les fabricateurs, les vendeurs du soft. Et ça, dans notre domaine, malheureusement, c'est un peu pas très avancé dans quelques cas. Dans le 2110, il n'y a aucune notation de sécurité. On commence maintenant un peu. Alors, on a construit pendant 10 ans, on a construit quelque chose sans penser de sécurité. Et on a fait un très grand projet il y a quelques années, MediaCorp à Singapour. Alors, la chaîne État de Singapour, ils ont dit que ça doit être vraiment sécur et on a bossé beaucoup pour faire tout ce qui est file management, MAM et tout ça, de faire ça le plus sûr que possible. On a travaillé pour des mois avec les vendeurs et c'était très dur et à la fin, ça coûte de l'argent. Il faut vraiment prévenir. Ce n'est pas seulement remplir une checklist quand on fait le cahier de charges ou on fait l'offre. Il faut vraiment prévenir du budget pour la sécurité côté fournisseur et côté client aussi, parce que ça coûte de l'argent et ça va coûter plus dans le futur. C'est le problème des assurances, c'est-à-dire que c'est toujours un poste, je dirais, c'est pas un poste, je trouve pas le mot, mais c'est un poste qui coûte, c'est une charge, mais qui rapporte rien, sauf le jour où on a un pépin. Il faut avoir. Il y a maintenant, chacun sait, il faut normalement avoir un système de prod et un système de test. Et on a le budget pour le prod, pour le test, pour la formation. Honnêtement, je n'ai jamais vu dans une grille de prix le poste sécurité. On dit prod, production, hard, soft, maintenance, tout ça, mais sécurité, jamais. Ça doit être coincé quelque part. Ça va arriver. Non, mais tout ça est très juste. Hein. On ne peut plus du tout se contenter de la sécurité périmétrique. Oui. Il faut faire de la sécurisation en profondeur. Et ça veut dire que chaque appli doit en permanence vérifier que une sollicitation, elle est légitime en termes d'utilisateur, en termes d'équipement qu'il émet, en termes de port.
Et donc ça aussi, comme on l'a dit pour la virtualisation, comme on l'a dit pour le cloud, ça oblige les fournisseurs de solutions logicielles à les faire évoluer dans ce sens-là. D'accord. On arrive au terme du temps qui nous était imparti. Une dernière question? Non. Alors juste, je dirais une question aux 3 intervenants. Quel est le sujet qu'on n'a pas abordé par rapport là aux évolutions techniques actuelles? Je dirais juste une réflexion sur l'industrie. On a parlé beaucoup de beaucoup de choses, migration vers l'IP, de migration vers le cloud, vers les machines virtuelles, etc. Tout ça nécessite des compétences supplémentaires, des nouvelles solutions, des nouveaux acteurs entrent en jeu. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. On a parlé de sécurité. Si on regarde un petit peu le challenge qu'on a tous au niveau de l'industrie, c'est que tout ça nécessite des investissements massifs sur plusieurs années. C'est pas juste un one shot, hein, c'est continu. Et quand on sait que les revenus sont pas forcément garantis, c'est un défi qu'on a. Donc nous, la manière dont on essaie d'y répondre, c'est de standardiser au maximum, de bâtir des plateformes, de construire des labos dans lesquels en fait, on teste nos solutions et puis ensuite on les déploie en les mettant à disposition du plus grand nombre. On essaie d'encourager au maximum les fournisseurs de solutions pour nous aider, pour qu'ils soient prêts au niveau de la virtualisation, qu'ils soient prêts au niveau de la sécurité, qu'ils soient prêts au niveau du packaging pour les déploiements dans le cloud, etc. Mais c'est un effort, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un effort de tous, et ça, c'est aussi quelque chose dans lequel nos clients sont embarqués. Donc voilà, c'est juste une réflexion sur le fait que c'est effectivement, pour revenir à ce que tu disais dès le départ, cette transformation sur les architectures qui est un peu souterraine et pas forcément visible, elle est très importante et une des plus grosses, je pense, révolutions qu'on a eues dans le broadcast. Donc c'est à la fois passionnant parce que ça veut dire qu'on est sur un changement et en même temps un vrai défi. Bien, on va rester là-dessus. Moi qui non. Non, enfin, je suis tout à fait d'accord. Et probablement, je pense que ce que l'industrie, au sens large, constate en ce moment, c'est que pour les raisons que vient de citer Alexandre, cette révolution, elle a probablement lieu un peu plus lentement que prévu, un peu plus lentement qu'espéré, puisque chaque investissement est vraiment challengé au maximum. Oui, et seulement dernier mot, on a parlé beaucoup du technique, des architectures techniques, mais à la fin, c'est le contenu qui donne l'argent que nous, on a besoin pour tous faire techniquement ce qu'on veut. Et là aussi, l'industrie doit se transformer un peu. Si on regarde ce qui vient des sociétés Internet, des utilisateurs eux-mêmes, alors investir dans des idées humaines pour un bon contenu, je crois quand même, à la fin, c'est ce qu'il faut dans l'industrie. Oui, puis de toute façon, bon, il y a de l'innovation dans d'autres domaines, il y a des challenges, c'est évident. Mais bon, c'est sûr que je dirais toute cette technique-là, elle est au service de contenu pour la diffusion et pour la satisfaction du public. Bien, nous allons conclure maintenant cette conférence en remerciant les 3 experts qui sont venus partager leurs expériences. Et merci à vous pour votre attention. Merci.